Deuxième intermède. 14 février 1985. Deux autres disparitions la semaine dernière. Encore des enfants. Juste au moment où je commençais à me sentir mieux. Un adolescent de 16 ans, Denis Torio, et une fillette qui venait d'avoir 5 ans, qui faisait de la luge dans ces espèces de soucoupes volantes. On n'a retrouvé que l'engin en plastique. Il y avait eu une averse de neige la nuit précédente, une dizaine de centimètres. Aucune trace en dehors des siennes, m'a dit Ratmacher, le chef de la police, quand je lui ai téléphoné. Je crois que je commence à lui taper sur les nerfs. Je lui ai demandé si je pouvais voir les photos de la police, mais il a refusé. Je lui ai demandé si les traces ne conduisaient pas jusqu'à une grille d'égout. Il resta un long moment sans répondre, puis il m'a dit « Je commence à penser que vous seriez peut-être bien inspiré de voir un médecin, Hanlon, du genre psy ou quelque chose. La petite a été enlevée par son père. Vous ne lisez pas les journaux ?» « Le fils Torio a-t-il été enlevé par son père ?» lui demandai-je. Autre long silence. « Oh, foutez-moi la paix, Hanlon, foutez-moi la paix. » Et il raccrocha. Je lis d'autant plus les journaux que c'est moi qui les dispose dans la salle de lecture de la bibliothèque municipale, tous les matins. À la suite d'un divorce difficile, l'ex-Mrs. Winterberger avait obtenu la garde de sa fille Laurie au printemps 82. La police part de l'hypothèse que son ex-mari, Horst Winterberger, qui paraît-il travaille comme mécanicien en Floride, serait venu en voiture dans le Maine pour enlever sa petite fille. On suppose qu'il a garé son véhicule à proximité de la maison et qu'il a appelé sa fille, ce qui expliquerait l'absence de traces autour de celle de l'enfant. Ils sont moins bavards sur le fait que celle-ci n'avait pas vu son père depuis 3 ans. Une des raisons qui avait rendu particulièrement pénible le divorce avait été l'accusation, portée par la mère, d'agression sexuelle du père sur la fillette. La mère avait demandé que lui fût refusé le droit de visite, ce que le tribunal lui avait accordé en dépit des furieuses dénégations de Horst. Cette décision, raisonnait Redwetcher, qui avait eu pour effet de couper complètement Winterberger de son enfant, l'aurait poussé à l'enlever. Pourquoi pas, en effet. Mais imagine-t-on une fillette de 5 ans qui reconnaît son père dès qu'il l'appelle, alors qu'elle ne l'a pas vu depuis près de 3 ans ? Oui, prétend Redwetcher. Mais moi je ne le crois pas. D'autant plus que la mère de la petite Laurie disait lui avoir bien expliqué de ne suivre aucun étranger et de ne même pas leur parler. Leçon que se font rabâcher très tôt tous les enfants de Derry. Redmatcher dit avoir chargé la police de Floride d'enquêter sur Winterberger et que ses responsabilités s'arrêtaient là. Les questions de garde d'enfants regardent davantage les avocats que la police, aurait déclaré cet imbécile obèse et prétentieux, d'après le Derry News. Le cas du fils Torio, en revanche, est plus difficile à escamoter. Vie familiale exemplaire, jouait au football dans l'équipe de Derry Tigers, étudiant très bien noté, avait passé avec brio des épreuves de survie en milieu naturel au cours de l'été 84, ne touchait pas à la drogue, avait une petite amie dont apparemment il était fou, toutes les raisons d'être heureux et de ne pas quitter Derry, au moins pour les 2 ans à venir. Et malgré tout ça, il disparaît. Que lui est-il arrivé ? Pris d'un violent et soudain désir de voir du pays ? Écrasé par un ivrogne au volant qui aurait fait disparaître le corps ? À moins qu'il ne soit toujours à Derry, côté ténèbres, en compagnie de Betty Ripson, Patry Hochstetter, Eddie Corcoran et tous les autres. Ça recommence, je tourne en rond, toujours sur les mêmes questions, sans rien accomplir de constructif, ne faisant que me tendre moi-même jusqu'à l'insupportable. Je sursaute au moindre craquement de l'escalier de fer menant à la réserve. Je sursaute au passage du nombre. Je me surprends à me demander comment je réagirais si je me trouvais là-haut, en train de ranger des bouquins sur les étagères, poussant devant moi le petit chariot à roues de caoutchouc, et qu'une main crochue se tendit vers moi entre 2 piles de livres. J'ai éprouvé cet après-midi un besoin quasi insurmontable de les appeler. J'ai même commencé à faire le 404, le code d'Atlanta, avec le numéro de Stanley Uris devant moi. J'ai gardé l'écouteur à l'oreille, et je suis resté à me demander si je l'appelais parce que j'étais sûr à 100%, ou bien si c'était parce que je me sentais tellement hanté que je ne pouvais plus supporter d'être seul, qu'il me fallait parler à quelqu'un capable de comprendre. Mais le fait est que je ne suis pas sûr à 100%. Si on découvre un autre corps, j'appellerai. Mais jusque-là, je dois supposer que même un âne batté comme Rademacher peut avoir raison. Elle se souvenait peut-être de son père, après tout. Elle avait peut-être une photo de lui. Et je me dis qu'un adulte, s'il sait se montrer persuasif, peut convaincre un enfant de monter dans sa voiture en dépit des avertissements donnés. Une autre angoisse me hante. Rademacher a l'air de penser que je deviens cinglé. Je ne le pense pas, mais si j'appelle maintenant, ce sont eux qui risquent de me croire cinglé. Pire que ça, et s'ils m'avaient complètement oublié ? Mike Hanlon ? Qui ça, Mike ? Je ne me souviens absolument pas de vous. Quelle promesse ?
J'ai l'impression que viendra le moment opportun de les appeler, et qu'alors je le saurai. Leurs propres circuits seront ouverts à ce moment-là, comme si deux grandes roues convergeaient lentement, de toute leur puissance l'une vers l'autre. Moi-même et Derry d'un côté, et tous mes amis d'enfance de l'autre. Quand le moment viendra, ils entendront la voix de la tortue. Je vais donc attendre, et tôt ou tard je saurai. La question n'est plus de les appeler ou non, la question est quand. Le 20 février 1985. L'incendie du Black Spot. Un parfait exemple de ce que la chambre de commerce peut tenter pour réécrire l'histoire, Mike. M'aurait sans doute dit en caquetant le vieil Albert Carson. Ils essayent et parfois réussissent presque, mais les vieux se souviennent de la façon dont les choses se sont passées, toujours. Et parfois ils acceptent de parler, si on leur demande gentiment. Il y a des gens qui vivent à Derry depuis 20 ans et qui n'ont jamais entendu parler du baraquement spécial réservé aux sous-off dans l'ancien camp de l'armée de l'air de Derry. Un baraquement qui se trouvait à un bon kilomètre du reste de la base, et en plein mois de février, quand le thermomètre flirtait avec les moins 20 degrés et que le vent soufflait sur les pistes dégagées, abaissant encore le temps de refroidissement, ce kilomètre supplémentaire pouvait vous valoir engelure, voire gel des extrémités, sinon vous tuer. Les 7 autres baraquements disposaient du chauffage au mazout, de double vitrage et de parois isolantes. Ils étaient agréables et accueillants. Le baraquement spécial, qui abritait les 27 hommes de la section E, était chauffé par un vieux poêle à bois rétif. Quant au bois, c'était le système D pour se le procurer. Des rameaux de pin et de sapin que les hommes disposaient tout autour constituaient la seule isolation. L'un des hommes réussit à récupérer un jeu complet de double vitrage, un jour où, comme par hasard, les 27 hommes de la section E furent envoyés un peu plus tard en mission spéciale à Bangor. Quand ils revinrent, recrus de fatigue et glacés, tous ces doubles vitrages avaient été cassés. Tous. Cela se passait en 1930, quand la moitié des forces aériennes américaines étaient composées de biplans. À Washington, Billy Mitchell était passé en cour martiale et se trouvait réduit à piloter un bureau, son instance de mouche du coche pour bâtir des forces aériennes modernes ayant fini par irriter ses supérieurs. Les avions étaient donc rares sur la base de Derry, en dépit de ces 3 pistes, dont une seule en dur, il est vrai. Les activités militaires qui s'y déroulaient étaient du même ordre. On occupait les hommes. L'un des soldats de la section E, venu s'établir à Derry à la fin de son service militaire en 1937, était mon père, et voici l'histoire qu'il m'a racontée. Un jour de printemps 1930, environ 6 mois avant l'incendie du Black Spot, je revenais d'une permission de 3 jours que j'avais passée à Boston avec 4 copains. Après avoir franchi le portail, nous sommes tombés sur une espèce de grand balèze, à côté du poste de contrôle, appuyé à une pelle, en train de se faire dorer la pilule. Un sergent du Sud. Cheveux carottes, dents de travers, boutonneux. À peine mieux qu'un gorille mal rasé, si tu vois ce que je veux dire. Ils étaient nombreux dans son genre à l'armée, durant la crise. Et nous, on se ramène, 5 permissionnaires rigolards, et on voyait bien à son regard qu'il ne demandait qu'à nous coincer. On l'a donc salué comme s'il était le général Pershing lui-même. Je crois qu'on aurait pu s'en tirer si ça n'avait pas été un superbe après-midi d'avril ensoleillé, et si j'avais tenu ma langue. « Bien le bonjour, sergent Wilson, » je lui dis. Et il m'a sauté dessus à pieds joints. « Est-ce que je vous ai donné la permission de m'adresser la parole, soldat ?» qu'il fait. « Non, sergent. » Il regarde les autres et leur balance. « Il y a ce nègre avec qui j'ai un compte à régler. Si vous autres, bande d'abrutis, vous ne voulez pas lui donner un coup de main à creuser un fossé puant pour le reste de la journée, vous avez intérêt à filer pour votre baraquement, à arranger vos affaires et à vous présenter dardard au rapport. Pigé ?» Ils n'ont pas demandé leur reste et Wilson a beuglé. « Et au pas de gymnastique, branleur. Que je vois la semelle de vos pompes de merde. » Wilson m'a donné l'appel et m'a conduit dans un grand terrain, là où se trouve aujourd'hui le terminal Airbus de Northwest Airlines. Alors il me regarde, avec un espèce de sourire à la noix, il me montre le sol et dit « Tu vois ce trou là, le nègre ?» Il n'y avait pas de trou. Alors j'ai cru bien faire et j'ai répondu que oui, que je le voyais. Il m'a balancé son poing dans la figure, je suis tombé par terre et je me suis mis à saigner du nez sur la dernière chemise propre que j'avais. « Non, tu ne vois rien, crétin, parce qu'il a été rempli par un plus crétin encore, » qu'il me crie. Il avait 2 taches rouges aux joues, mais il souriait et on voyait qu'il s'amusait bien. C'est alors que ça a commencé. Il m'a fait faire un trou qui faisait presque ma taille, puis il m'a dit qu'il ne voulait pas d'un trou creusé par un nègre. Alors je l'ai rebouché. La nuit tombait quand il m'a demandé ce que je voyais. « Un trou plein de terre, j'ai dit. » Sur quoi il m'a encore frappé. « Seigneur, Mickey, j'ai vu le moment où j'allais lui sauter dessus à coups de pelle. Mais si j'avais fait ça, je n'aurais jamais revu le ciel, sinon à travers des barreaux. »« Mais c'est mon trou, et il est plein de terre, » il a hurlé. « Vide-moi ça, soldat. »
Alors j'ai recommencé, je l'ai vidé, et je l'ai rempli. J'étais bon pour repartir pour un tour lorsqu'un de ses copains est arrivé avec une lanterne pour lui dire qu'il venait de manquer une inspection surprise. Il était furieux, il a été obligé de me laisser partir. J'ai attendu de voir apparaître son nom sur la liste des punis les jours suivants, mais il avait dû trouver comme excuse qu'il était occupé à mater une grande gueule de nègre le jour de l'inspection, et on avait dû lui donner une médaille au lieu de lui faire peler les patates. Ça te donne une idée de l'ambiance dans la section E, ici à Derry. C'est vers 1958 que mon père m'a raconté cette histoire. Il avait la cinquantaine bien sonnée, et ma mère seulement 40 et quelques. Je lui demandai pourquoi il était revenu à Derry dans ces conditions. Je n'avais que 16 ans quand je me suis engagé, Mike. J'avais menti sur mon âge, mais comme j'étais grand, on m'a cru. D'ailleurs, c'est ma mère qui m'a poussé. Vois-tu, chez nous, en Caroline du Nord, on ne voyait de viande à table qu'après la récolte du tabac, ou parfois à l'hiver, si mon père attrapait un raton laveur ou un opossum. Un ragoût d'opossum, c'est à peu près mon seul bon souvenir de Burgo. Quand mon père est mort dans un accident avec une machine agricole, ma mère a dit qu'elle allait amener Philly Lobird à Corinth chez des parents. Philly était le bébé de la famille. Tu veux dire l'oncle Phil dis-je, souriant à l'idée que l'on puisse l'appeler Philly Lobird. Il était avocat à Toscone et siégeait au conseil municipal depuis 6 ans. Quand j'étais gosse, je le croyais riche. Je suppose que pour un noir, en 1958, c'était être riche que de gagner 20 000 dollars par an. C'est bien ça, me répondit mon père. Mais à cette époque, c'était un môme de 12 ans avec une salopette rapiécée et pas de chaussures aux pieds. Il était le plus jeune et je venais juste avant. Parmi les aînés, il y en avait 2 de morts, 2 de mariés et 1 en prison. Howard, toujours été un bon à rien celui-là. Tu vas t'engager dans l'armée, m'a dit ta grand-mère. Je ne sais pas si on te paye tout de suite ou non, mais dès qu'on le fera, tu m'enverras une pension tous les mois. Ça me fait horreur de te voir partir, fils, mais je ne sais pas ce qui va nous arriver si tu ne t'occupes pas de Philly et de moi. Elle m'a donné mon certificat de naissance pour le montrer au service de recrutement, et j'ai vu qu'elle avait trafiqué la date. J'ai donc été au service de recrutement de l'armée, et j'ai demandé à m'engager. L'officier m'a montré les papiers et la ligne où je devais faire une croix. Je peux écrire mon nom, je lui dis, ce qui l'a fait éclater de rire. Eh bien, écris-le, jeune noir. Attendez une minute, je réponds. J'ai 1 ou 2 questions à vous poser. Ouvre le feu, mon gars, je peux répondre à tout. Est-ce qu'on a de la viande 2 fois par semaine à l'armée? C'est ce que m'a dit ma mère, mais elle tient beaucoup à ce que je m'engage. Non, répondit l'officier, pas 2 fois par semaine. Oh, c'est bien ce que je craignais, je dis, en pensant que ce type avait beau avoir l'air d'un vrai croque-mitaine, au moins était-il un croque-mitaine honnête. Alors il a ajouté, à l'armée, tu en mangeras tous les soirs. Et je me suis demandé comment j'avais pu le croire honnête. Vous devez me prendre pour un vrai demeuré, je dis. Eh oui, on ne peut rien te cacher, le nègre. Mais si je m'engage, je dois faire quelque chose pour ma mère et pour Philly Lou-Bird. Ma mère dit que c'est une pension. Ah, c'est ce truc-là, il répond en me montrant le formulaire. Quelque chose d'autre encore? Oui. Comment fait-on pour suivre la formation d'officier? Alors là, il a tellement rigolé quand je lui ai dit ça que j'ai cru qu'il allait s'étouffer. Puis il a dit, Fiston, il y aura des officiers noirs dans cette armée le jour où l'on verra notre Seigneur Jésus-Christ danser le Charleston. Bon, allez, maintenant tu signes ou tu disparais. Ma patience est épuisée et ça commence à sentir mauvais ici. Alors j'ai signé, il a agrafé le formulaire pour la pension de ma mère à mon engagement. Il m'a fait prêter serment et je me suis retrouvé soldat. Je pensais qu'on m'enverrait dans le New Jersey où l'armée construisait des ponts, puisqu'il n'y avait pas de guerre. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à Derry, dans le Maine, section E. À l'époque de ce récit, nous avions l'une des fermes les plus importantes de Derry et probablement le point de vente en bordure de route le mieux fourni au sud de Bangor. Nous travaillions très dur tous les 3, et mon père engageait un journalier pendant les moissons, mais nous nous en sortions. Voilà ce qu'il a ensuite ajouté. Je suis revenu parce que j'avais vu le sud et j'avais vu le nord. C'était la même haine partout. Ce n'est pas le sergent Wilson qui m'en a convaincu. Ce n'était rien d'autre qu'un crétin de Géorgie qui emportait le sud avec lui partout où il allait. Il n'avait pas besoin d'être en dessous de la ligne Mason-Dixon pour haïr les Noirs. Non, c'est l'incendie du Black Spot qui m'a convaincu. Vois-tu, Mickey, d'une certaine manière, il jeta un coup d'œil à ma mère en train de tricoter. Elle n'avait pas levé les yeux, mais je savais qu'elle écoutait avec attention, et je pense que mon père s'en était aussi rendu compte. D'une certaine manière, c'est le jour de cet incendie que je suis devenu un homme. Il a fait 60 morts, dont 18 de la section E. Il ne restait rien de la section une fois le feu éteint.
Henry Whitson, Sturkenson, Alan Snops, Everett McCaslin, Horton Sartoris, tous mes amis sont morts dans cet incendie. Incendie allumé par le vieux sergent Wilson et ses copains à la mythe pain de maïs. Allumé par la Légion de la Décence Blanche, branche du Maine. Dis-toi bien que parmi tes copains d'école, fiston, il y en a dont les pères ont craqué les allumettes, qui ont mis le feu au black spot. Et je ne parle pas des plus pauvres non plus. Mais pourquoi, papa? Pourquoi ont-ils fait ça? Il y a quelque chose qui tient à Derry, directement, dit-il avec un froncement de sourcils. Pourquoi ici? Je l'ignore, je ne sais pas l'expliquer, et pourtant ça ne me surprend pas. La Légion de la Décence Blanche était la version nordique du Ku Klux Klan, vois-tu. Même tunique blanche, même croix de feu, même lettres de menace aux Noirs, qui, à leur avis, s'élevaient au-dessus de leurs conditions ou prenaient des postes dévolus normalement à des Blancs. Dans les églises où les prédicateurs parlaient d'égalité des Noirs, il leur arrivait d'employer de la dynamite. On parle beaucoup plus du Ku Klux Klan que de la Légion dans la plupart des livres d'histoire. Des tas de gens ne savent même pas que la Légion de la Décence Blanche existait. À mon avis, c'est parce que l'histoire est surtout écrite par les gens du Nord et qu'ils ont honte. La Légion recrutait surtout dans les villes et dans les zones industrielles. New York, Détroit, Baltimore, Boston, toutes ces villes avaient leur chapitre. Elle a essayé de s'implanter dans le Maine, mais il n'y a qu'à Derry qu'elle a vraiment réussi. Et c'est l'incendie du Black Spot qui lui a donné un coup d'arrêt. Le contrôle des événements lui échappait, comme ça arrive de temps en temps dans cette ville, on dirait. Il se tut un moment, tirant sur sa bouffarde. Comme si la Légion de la Décence Blanche n'avait été qu'une graine Mickey qui aurait trouvé un sol favorable pour pousser à Derry. C'était un club d'hommes riches. Après l'incendie, ils se sont contentés de replier leurs tuniques, de se mentir les uns aux autres et de faire circuler une version des faits qui les arrangeait. Il avait pris un ton de mépris cynique et ma mère leva les yeux, sourcils froncés. Après tout, qui avait-on tué? 18 nègres de l'armée, 14 ou 15 nègres civils, les 4 membres nègres d'un orchestre de jazz et une bande de tordus qui aimaient les nègres. Qu'est-ce que ça pouvait bien faire? Will, dit doucement ma mère, ça suffit. Non, protestai-je, je veux tout savoir. Il est temps d'aller au lit, Mickey, louvoya mon père, en ébouriffant mes cheveux de sa grosse main calleuse. Je veux juste te dire encore quelque chose. Je ne crois pas que tu le comprendras, parce que je ne suis pas sûr de le comprendre moi-même. Ce qui est arrivé ce soir-là au Black Spot, pourtant c'était épouvantable, eh bien, ce n'était pas parce que nous étions noirs, à mon avis, ni même parce qu'on se trouvait à proximité du West Broadway, où vivaient les blancs riches de Derry, et où ils vivent encore. Et si la Légion prospérait ici, je ne crois pas que c'était parce qu'on détestait les noirs et les clochards davantage à Derry qu'ailleurs dans le Maine. C'est à cause du sol. On dirait que ce qu'il y a de plus mauvais et de plus affreux dans cette ville vient directement de son sol. J'y ai souvent pensé au cours des années. Je ne sais pas pourquoi il en est ainsi, cependant le fait est là. Mais on trouve aussi des braves gens ici. Et à l'époque, il y en avait aussi. Des milliers de gens sont venus aux funérailles, aussi bien pour les Noirs que pour les Blancs. Les entreprises sont restées fermées pendant presque une semaine. On a soigné gratuitement les blessés à l'hôpital. Les gestes généreux n'ont pas manqué. C'est à cette époque que j'ai rencontré mon ami Dewey Conroy. Il a beau être aussi blanc que de la crème à la vanille, il est comme mon frère. Je risquerais ma vie pour lui s'il me le demandait, et même si on ne connaît vraiment pas le cœur d'un autre homme, je crois qu'il en ferait autant. Bref, l'armée a dispersé les survivants de l'incendie, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Fort Hood, où j'ai rencontré ta mère. Je l'ai épousée chez ses parents à Glaveston, mais j'ai jamais oublié Derry. Nous y sommes venus après la guerre, et puis tu es né, et nous voilà, pas même à 5 kilomètres de l'endroit où se trouvait le Black Spot en 1930. Et je crois que c'est l'heure d'aller au lit, mon bonhomme. Oh, je veux que tu me racontes l'incendie, m'exclamai-je. Raconte-moi, papa. Il me regarda alors avec ce froncement de sourcils qui me faisait toujours taire. Peut-être parce qu'il ne s'en servait pas souvent. C'était un homme plutôt souriant. Ce n'est pas une histoire pour les enfants. Une autre fois, Mickey. Dans quelques années. Il me fallut finalement attendre 4 années de plus pour savoir ce qui était arrivé au Black Spot, et mon père était alors au bout de celle qui lui restait à vivre. Il me le raconta sur son lit d'hôpital, bourré de tranquillisants entre 2 assoupissements, tandis que le cancer rongeait ses intestins. Le 26 février 1985. Je viens de relire ce qui précède, et à mon propre étonnement, cette évocation de mon père m'a fait éclater en larmes, alors qu'il est mort depuis 23 ans maintenant. Je me souviens de mon chagrin qui a duré 2 bonnes années. Puis, le jour où j'ai réussi mon examen, à la sortie du lycée, ma mère m'a dit « Comme ton père aurait été fier de toi !» Et nous avons pleuré dans les bras l'un de l'autre.
Je croyais avoir terminé mon deuil ce jour-là, mais qui sait ce que peut durer un chagrin? N'est-il pas possible qu'il se réveille, 20, 30 ou 40 ans après la perte d'un être cher, à l'idée de ce vide définitif, de ce sentiment que rien ne viendra le combler, peut-être même pas la mort? Il quitta l'armée en 1937 avec une pension d'invalidité. Une jeune recrue, morte de frousse, avait dégoupillé et laissé tomber une grenade au lieu de la jeter. Elle avait roulé jusqu'au pied de mon père et explosé. Il avait alors rang de sergent. Grâce à sa prime d'invalidité, il put épouser ma mère 1 an avant ce qu'il avait prévu. Ils partirent alors pour Houston, où ils travaillèrent pour l'effort de guerre jusqu'en 1945, mon père comme contremaître dans une usine fabriquant des cordes obus, ma mère comme rifteuse. Mais comme il me l'avait dit, le souvenir de Derry ne l'avait jamais quitté, et maintenant je me demande si cette chose aveugle n'était pas alors déjà entrée en action, l'attirant dans cette région pour que je puisse tenir ma place dans le cercle, au cœur des friches, à un certain soir d'août. Peut-être est-il vrai que dans l'univers, le bien équilibre toujours le mal, mais le bien peut aussi avoir quelque chose de terrible. Mon père était abonné au Derry News. Il surveillait les annonces d'exploitation à vendre. Mes parents avaient mis pas mal d'argent de côté. Ils trouvèrent finalement une ferme qui, sur le papier du moins, paraissait une bonne affaire. Ils vinrent du Texas en autocar, la visitèrent et l'achetèrent le jour même en faisant un emprunt sur 10 ans. Et ils s'installèrent. On a eu quelques problèmes au début, m'avait confié mon père lors d'une autre occasion. Il y en avait qui refusaient d'avoir des nègres comme voisins. On savait que ce serait comme ça, je n'avais pas oublié le black spot. On s'est fait tout petit et on a attendu. Des gosses nous lançaient des cailloux ou des boîtes de bière. J'ai bien dû remplacer 20 carreaux la première année. Il n'y avait pas que les gosses. Un jour, en me réveillant, j'ai trouvé une croix gammée barbouillée sur le poulailler et toutes les poules mortes. On avait empoisonné leur nourriture. C'est la dernière fois que j'ai élevé des poulets. Mais le shérif du comté, à l'époque il n'y avait même pas de chef de la police à Derry, s'est intéressé à l'affaire et sérieusement. C'est pourquoi je dis qu'il y a aussi du bon ici, Mickey. Pour lui, que j'ai la peau noire et les cheveux crépus ne faisait aucune différence. Il est venu une demi-douzaine de fois, il a parlé aux gens, et finalement il a trouvé le coupable. Et devine un peu de qui il s'agissait? Je te le donne en 1000. Je ne sais pas, dis-je. Mon père éclata de rire au point d'en avoir les larmes aux yeux. Eh bien, Butch Bowers, pardi. Le père de ce gardement qui brutalise tout le monde à l'école, si je t'ai bien compris. Le père est une ordure et le fils un déchet d'ordure. À l'école, j'ai des copains qui disent que le père Henry est cinglé. Je devais être en 9e ou 8e à l'époque, et j'avais eu le droit de me faire botter les fesses par Henry Bowers à plusieurs reprises. Et au fait, c'est dans la bouche de ce voyou que j'ai entendu la plupart des épithètes péjoratives pour noir ou nègre qui m'aient jamais été lancées. Il y a peut-être du vrai là-dedans, fiston. On dit qu'il n'était plus le même quand il est revenu du Pacifique. Il a servi dans les Marines là-bas. Toujours est-il que le shérif l'a mis au trou et que Butch gueulait qu'il était victime d'un coup monté. Il allait tous nous poursuivre en justice, à l'en croire, à commencer par moi, le shérif Sullivan, la ville de Derry et Dieu seul sait qui encore. Quant à ce qui s'est passé exactement ensuite, je ne peux pas jurer que ce soit vrai, mais je le tiens de Dewey Conroy. D'après lui, le shérif serait allé voir Butch en prison à Bangor. Il lui aurait dit « C'est le moment de fermer ta gueule et d'écouter un peu ce que je vais te dire, Butch. Ce noir, il ne tient pas à faire des poursuites et à t'envoyer à Shaw Hanks. Tout ce qu'il veut, c'est le prix de ses poulets. Il estime qu'avec 200 $, il sera dédommagé. » Butch a répondu au shérif qu'il pouvait se mettre les 200 $ là où le soleil ne brille pas. Alors Sullivan lui a dit « Ils ont un atelier de citronnade à Shank, Butch, et il paraît qu'au bout de 3 ans, on y a la langue aussi verte qu'une menthe à l'eau. Alors tu choisis, 3 ans à peler des citrons ou 200 $. Qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a pas un jury dans le Maine qui me mettra en tôle pour avoir tué les 4 poulets d'un nègre. »« Je le sais, répondit le shérif. Alors, pourquoi m'emmerder avec ça? Réveille-toi un peu, Butch. C'est pas pour les poulets qu'ils te mettront au trou, mais pour la croix gammée peinte sur le poulailler après les avoir tués. » D'après Dewey, Butch serait resté bouche bée, tandis que Sullivan s'en allait pour le laisser réfléchir. Au bout de 3 jours, Butch a dit à son frère, celui qui est mort de froid il y a environ 2 ans en allant chasser, complètement saoul, de vendre sa nouvelle Mercury qu'il avait achetée avec son pécule de soldat. C'est comme ça que j'ai eu mes 200 $ et que Butch a commencé à aller raconter partout qu'il foutrait le feu chez moi. Alors, un après-midi, je l'ai coincé. Il avait acheté une vieille Ford d'avant-guerre pour remplacer la Mercury et j'avais ma camionnette. Je lui ai coupé la route sur Witcham, pas loin du dépôt des chemins de fer, et je suis descendu avec ma Winchester. Une allumette en flammes jetée dans ma cour, et tu te fais canarder par un méchant noir, vieille carne.
Tu n'as pas le droit de me parler comme ça, négro, il me dit. Il ne savait pas s'il devait se mettre en colère ou s'il avait la frousse. C'est pas un bougnoul comme toi qui peut dire ça à un blanc. J'en avais par-dessus la tête de cette affaire, Mickey, et je savais que si je ne lui fichais pas vraiment la trouille, jamais je n'aurais la paix. Il n'y avait personne autour. J'ai passé une main par la portière et je l'ai empoigné par la crinière, la crosse de la Winchester appuyée à ma ceinture, le canon enfoncé sous son menton. Et je lui ai dit « Appelle-moi encore une seule fois négro ou bougnoul, et ta cervelle va couler du plafonnier, Butch. Alors, surtout, n'oublie pas, une seule allumette, et je décroche la winch. Pour toi ou pour ta femme, ou pour ton morpion de fils, ou pour ton nulard de frangin, j'en ai plein les bottes. » Alors il s'est mis à pleurer, et c'est le spectacle le plus moche que j'ai vu de toute ma vie. Et dire qu'on en est rendu là, pleurnicha-t-il, un type qui peut menacer un travailleur en pleine lumière du jour au bord de la route. Ouais, c'est peut-être le monde qui s'écroule quand un truc pareil arrive, lui dis-je, mais pour l'instant, c'est sans importance. Tout ce qui compte, c'est que nous soyons bien d'accord tous les deux, à moins que tu ne préfères respirer par un trou dans le crâne. Il a reconnu que nous étions parfaitement d'accord, et je n'ai plus eu le moindre ennui avec Butch Bowers, sauf peut-être quand Mr. Chips, ton chien, est mort. Mais je n'ai pas de preuve que c'était lui. Chippy a pu tout aussi bien manger un appât empoisonné. Depuis ce jour, on nous a laissés tranquilles, et quand je réfléchis à tout ça, je n'ai aucun regret. Nous avons mené une existence agréable ici, et s'il m'arrive certaines nuits de rêver encore à cet incendie, je me dis que personne n'a passé toute une vie sans faire quelques cauchemars. 28 février 1985. Cela fait des jours que je me promets d'écrire l'histoire de l'incendie, telle que mon père me l'a racontée sans m'y résoudre. C'est dans Le Seigneur des Anneaux, je crois, qu'un personnage parle de chemins menant à des chemins, qu'il suffit d'un pas dans une direction pour aboutir n'importe où. Il en va de même avec les histoires. Une histoire mène à une autre, puis à une autre. Elles vont peut-être dans la direction souhaitée, peut-être pas. Qui sait, en fin de compte, si la voix qui raconte les histoires n'est pas plus importante que les histoires elles-mêmes. C'est de la voix de mon père dont je me souviens, sa voix grave et lente, ses petits gloussements comme ses grands éclats de rire. Les silences pendant lesquels il allumait sa pipe ou se mouchait, cette voix qui est pour moi toutes les voix, la voix des années, la voix qui incarne ces lieux et qui n'est nulle part, même pas sur un de mes enregistrements, la voix de mon père. Il est 10 heures, la bibliothèque est fermée depuis 1 heure. À l'extérieur, un vieux taco s'efforce de démarrer. J'entends les minuscules particules de glace qui crépitent contre le vitrage du corridor qui relie les 2 bâtiments. J'entends aussi d'autres bruits, craquements mystérieux au-delà du cercle de lumière dans lequel je suis assis, en train d'écrire sur les pages jaunes lignées d'un bloc administratif. Simplement les bruits d'un ancien bâtiment, c'est ce que je me dis, mais je me demande, comme je me demande si l'on risque de ne pas rencontrer cette nuit un clown vendant des ballons dans la tempête. Peu importe, je crois que j'ai enfin trouvé le moyen de raconter la dernière histoire de mon père, celle qu'il m'a confiée sur son lit d'hôpital 6 semaines avant sa mort. J'allais le voir chaque après-midi avec ma mère après l'école, et j'y retournais seul tous les soirs. Ma mère devait rester à la maison pour ses différentes corvées, mais elle tenait à ce que j'y aille à bicyclette. Pas question de me laisser faire du stop, 4 ans encore après la fin des meurtres. Ce furent 6 semaines épouvantables pour l'adolescent de 15 ans que j'étais alors. J'adorais mon père, mais je ne tardais pas à détester ses visites nocturnes. Le voir se rapetisser, s'amenuiser, les rides de souffrance creusant de plus en plus son visage. En dépit de ses efforts pour se retenir, il lui arrivait parfois de pleurer. Il faisait nuit quand je rentrais à la maison, et je ne pouvais m'empêcher de penser à l'été 58. J'avais peur de regarder derrière moi et d'apercevoir le clown, ou le loup-garou, ou la momie de Ben, ou mon oiseau. Mais avant tout, j'avais peur que, quelle que soit la forme que prenne la chose, elle exhibe le visage ravagé par le cancer de mon père. Je pédalais aussi vite que je pouvais, sans me soucier de mon cœur battant à toute vitesse, ni d'arriver tout rouge, hors d'haleine, trempé de sueur. « Pourquoi rouler aussi vite, Mickey ? Tu vas te rendre malade ?» Et moi je répondais « Je voulais revenir assez tôt pour te donner un coup de main. » Sur quoi elle m'embrassait et me disait que j'étais un bon garçon. De plus, au bout de quelque temps, je ne savais plus de quoi lui parler. Je me creusais la tête pendant la traversée de la ville, redoutant le moment où j'allais manquer de sujet de conversation. Sa mort me terrifiait, m'enrageait, mais elle me gênait aussi. Il me semblait alors, et il me semble toujours, que la mort devrait être une chose rapide. Le cancer faisait davantage que le tuer, il le dégradait, l'avilissait. Jamais nous ne parlions du cancer, et je me disais que nous l'aurions dû, quand se prolongeaient ces silences. Mais cette seule idée me rendait presque fou,
tandis que je cherchais désespérément quelque chose à dire pour éviter d'avoir à reconnaître la chose qui détruisait maintenant mon père. L'homme qui avait un jour saisi Butch Bowers par les cheveux et lui avait mis son fusil sous le menton pour exiger d'avoir la paix. Si nous étions venus à en parler, j'aurais pleuré, et à 15 ans, la seule idée de pleurer devant mon père me terrorisait et me rendait malheureux plus que n'importe quoi. C'est pendant l'un de ces interminables silences que je lui posai la question de l'incendie du Black Spot. Il était bourré de calmants ce soir-là, tant il souffrait, et s'il parlait par moments clairement, il passait par des épisodes léthargiques, durant lesquels il s'exprimait dans un langage exotique, rebut de ses rêves. Il s'adressait parfois à moi, mais parfois aussi me confondait avec son frère Phil. Je ne sais trop comment l'incendie du Black Spot m'est venu à l'esprit, mais je sautais sur ce thème. Son regard se fit plus vif, et il eut un léger sourire. « Tu n'as jamais oublié ça, hein, Mickey ? Eh bien, je vais te raconter l'histoire. À 15 ans, tu es assez grand, après tout. Et ta mère n'est pas là pour m'arrêter. De plus, tu dois savoir la vérité. J'ai par moments l'impression que ça ne pourrait arriver qu'à Derry, et c'est aussi quelque chose que tu dois savoir. Afin d'être sur tes gardes, les conditions pour qu'une telle chose se produise semblent bien dépendre de cette ville. Tu fais attention, n'est-ce pas, Mickey ? Oui, papa. Bien, très bien. Sa tête retomba sur l'oreiller, et je crus qu'il allait de nouveau sombrer dans la somnolence, mais au lieu de cela, il commença à parler. Quand j'étais à la base aérienne, en 29 et en 30, il y avait un club pour les sous-off qui n'était qu'une baraque en tôle, mais que les gars avaient gentiment aménagé à l'intérieur. Moquette par terre, box le long des murs, jukebox. On pouvait aller y boire des boissons non alcoolisées en fin de semaine, à condition d'être blanc, évidemment. Des orchestres venaient le samedi soir, et j'ai entendu dire qu'on pouvait se procurer des boissons un peu plus corsées, à condition d'avoir une petite étoile verte sur sa carte militaire, et d'être blanc. Les gars de la section E n'avaient même pas le droit d'en approcher, bien sûr. Pour leur soirée libre, ils allaient en ville. Le commerce du bois était encore actif à Derry à cette époque, et on y trouvait une dizaine de bars, à peu près tous dans le même quartier. Le demi-arpent de l'enfer. Rien que de la classe des speakeasy des grandes villes. On appelait ça des cochons aveugles. Bien vu, la plupart des clients se comportaient comme des cochons, et ils ne voyaient plus très clair quand ils en sortaient. Le shérif et les flics étaient au courant, et je suppose qu'on avait dû graisser quelques pattes, mais peut-être pas autant qu'on aurait pu croire. À Derry, les gens ont l'art de regarder dans l'autre direction. En plus de la bière, on y trouvait des boissons fortes et de qualité encore. C'était cher, et on pouvait se rabattre sur la production des alambics du coin. Elles tuaient rarement, et quand on devenait aveugle, c'était temporaire. On pouvait aussi lever des femmes dans ces cochons sans trop de peine. Mais à l'idée de s'offrir une pute blanche, on n'était pas très tranquilles, mes copains et moi. Comme je l'ai dit, mon père était bourré de calmants ce soir-là. Sans quoi, je crois qu'il ne m'aurait jamais raconté tout ça. Je n'avais que 15 ans. Mais ça ne pouvait pas durer. Un membre du conseil municipal a demandé une entrevue avec le major Fuller pour parler, selon lui, de problèmes entre les citoyens et les soldats, et des inquiétudes des électeurs. Mais ce qu'il voulait était clair, comme de l'eau de roche. Pas de négros de l'armée dans les troquets, harcelant les femmes blanches et buvant de l'agnole illégal à un bar où seuls les hommes blancs avaient le droit de boire de l'agnole illégal. Une vraie farce. Cette fine fleur de la féminité pour laquelle il s'inquiétait tant n'était qu'un troupeau de poivrottes, et pour ce qui était d'aller avec les hommes. Quant aux types qui fréquentaient ces boui-boui, ce n'étaient pas les bourgeois du coin, mais les draveurs et les bûcherons, dans leurs épaisses vestes à carreaux noirs et blancs, les mains couturées de cicatrices, quand il ne leur manquait pas un doigt ou un œil, ayant tous perdu une bonne partie de leurs dents, dégageant tous une odeur de sueur et de résine. Ils portaient des pantalons de flanelle verte fourrés dans des bottes en caoutchouc vert, laissaient des traînées de neige sale sur le plancher qui devenaient noirs. Ils sentaient fort, Mickey. Ils marchaient en force, ils parlaient fort, ils étaient forts. Un soir, au Wallis Spa, j'ai vu un type déchirer sa chemise pendant une partie de bras de fer, ou plutôt la faire exploser autour de son bras. Tout le monde a applaudi. Tout ça pour te faire comprendre que ces gaillards qui fréquentaient les cochons aveugles le samedi soir, en sortant des bois pour boire du whisky et baiser des femmes au lieu de trous dans des planches graissées au lard, s'ils n'avaient pas voulu de nous, ils nous auraient virés sans difficulté. Mais manifestement, ils n'en avaient rien à foutre. L'un d'eux m'a pris à part un soir. Il mesurait bien 1,85 m, ce qui était bougrement grand pour l'époque, et empestait l'alcool à plein nez. Il m'a regardé et m'a dit « Mon gars, je vais te demander quelque chose. Est-ce que t'es un nègre ?»« Oui, bien sûr. »« Et comment ça va ?» il me dit dans ce français de la vallée de Saint-Jean qui ressemble à celui de la Louisiane, avec un grand sourire qui exhibait les 4 dents qui lui restaient. Et j'en étais sûr, j'en ai vu un une fois dans un livre. Il avait les mêmes
Il n'arrivait pas à trouver comment expliquer son idée, alors de la main, il vint me toucher la bouche. Grosses lèvres? Oui, oui, c'est ça, il s'exclame, riant comme un gosse. Grosses lèvres, lèvres épaisses. Je vais te payer une bière, moi. Je ne voulais pas le contrarier, alors j'ai accepté, et sais-tu ce qu'il m'a dit? T'es sûr que t'es un nègre? À part les lèvres épaisses, t'as vraiment l'air d'un blanc qu'aurait la peau brune. Ce souvenir fit rire mon père, et je me joignis à lui. Il s'esclaffa tellement fort que son ventre commença à lui faire mal, et il dut se le tenir grimaçant, les yeux au plafond, se mordant la lèvre. Veux-tu que j'appelle l'infirmière, papa? Non, non, ça va aller. Le pire avec cette saloperie, c'est que tu ne peux même pas rire quand t'en as envie, Mickey. C'est pourtant pas souvent, c'était la première fois qu'un blanc me payait une bière. Il resta quelques instants silencieux, et je me rendis compte que pour la première fois, on avait presque failli parler de ce qui le tuait. Peut-être aurions-nous dû aller plus loin ce jour-là, aussi bien pour lui que pour moi. Il prit une gorgée d'eau et continua son récit. Bref, ce n'étaient ni les femmes ni les bûcherons qui fréquentaient les cochons aveugles que nous avions contre nous. C'étaient les 5 vieux schnocks du conseil municipal et la vieille garde de Derry, une douzaine de types qui voulaient nous flanquer à la porte. Jamais un seul d'entre eux n'avait franchi la porte du Paradise ou du Wallis Spa. Ils s'imbibaient dans leur country club, qui se trouvait alors sur les hauteurs de Derry. Mais ils voulaient être sûrs que même les poivrottes et les bûcherons ne soient pas pollués par les noirs de la section E. Le major Fuller leur a répondu que lui-même n'avait jamais voulu de noirs sur la base, que c'était une erreur et qu'il s'arrangerait pour les faire renvoyer vers le sud. « Ce n'est pas mon problème, a répondu ce paix foireux Mueller, je crois qu'il s'appelait Mueller. Le père de Sally Mueller demandai-je surpris. Sally Mueller était dans la même classe que moi. Mon père eut un petit sourire tordu, amer. Non, mais son oncle sans doute. L'autre devait être encore au collège quelque part. Et au cas où tu te demanderais comment je sais tout ça, j'ajouterais que je le tiens de Trevor Dawson, qui faisait les parquets ce jour-là dans les bureaux du major et a tout entendu. Où vous enverrez ces garçons, c'est votre problème, pas le mien, a dit Mueller à Fuller. Mon problème, c'est que vous les laissez descendre en ville les vendredis et samedis soirs, et qu'il risque d'y avoir du grabuge. Fuller a réglé le problème. La base aérienne de Derry occupait un sacré morceau de terrain à l'époque, même s'il n'y avait pas grand-chose dessus. Plus de 100 arpents, limités au nord par une simple ceinture verte qui la séparait de la West Broadway. Le Black Spot se trouvait à l'emplacement actuel de Memorial Park. Ce n'était qu'une vieille grange, réquisitionnée au début des années 30. Le major Fuller a réuni toute la section E et nous a annoncé qu'elle serait notre club. Tout juste s'il se prenait pas pour le Père Noël. Après quoi il a ajouté en douce que les cochons aveugles nous étaient dorénavant interdits. Nous étions furieux de cette décision, mais que pouvions-nous faire? Nous n'étions qu'un groupe de simples soldats, sans aucun pouvoir. C'est l'un de nous, un certain Dick Halloran, qui a eu la bonne idée d'arranger notre grange le mieux possible. C'est ce que nous avons fait, et on ne s'en est pas si mal sorti que ça, tout bien considéré. La première fois que nous nous y sommes pointés, et quelle déprime! Il faisait noir, ça sentait mauvais, c'était plein de vieux outils et de cartons bourrés de papier bouffés par l'humidité. Il n'y avait que 2 petites fenêtres et pas d'électricité, le sol était en terre battue. Mais on s'y est tout de même mis, alors Anne, Karl Roon et moi, puis ensuite Trev Dawson, qui était un excellent charpentier, et bientôt tout le monde est venu donner un coup de main. Trev a ouvert d'autres fenêtres, Alan Snopes s'est ramené un jour avec des vitrages, réquisition de minuit, disait-il, quand on lui demandait d'où il venait. On a monté une cloison dans le fond et installé une cuisine derrière. On a posé un bar sur un côté, mais il n'y avait pas une goutte d'alcool. On avait compris la leçon. Le sol était toujours en terre, mais on l'entretenait bien. Puis Trev et Snoops ont réussi à amener l'électricité, sans doute d'autres réquisitions de minuit. En juillet, on pouvait déjà venir n'importe quel samedi soir et manger un hamburger en buvant un coke. C'était chouette. Il n'a jamais été achevé. On travaillait encore dessus quand il a brûlé. C'était comme notre passe-temps ou notre manière de faire un bras d'honneur au conseil municipal et à Fuller. Nous avons senti que c'était bien à nous quand nous avons posé notre enseigne, Eve McCaslin et moi, The Black Spot, et dessous, Section E et ses invités. Comme si nous n'admettions pas n'importe qui. C'était si chouette que les autres ont commencé à râler et se sont mis à arranger le mess des sous-offs. Ils ont ajouté un nouveau salon, une cafétéria, comme s'ils faisaient un concours avec nous, mais nous, on n'en avait aucune envie. De son lit d'hôpital, mon père me sourit. On était tous jeunes, sauf Snoopsy, mais on n'était pas idiots. On savait bien que dans cette course avec les Blancs, il faut toujours rester un peu derrière. Sans quoi, il y en aura toujours un pour te casser les jambes, histoire de te ralentir. Nous avions ce que nous voulions, et ça nous suffisait.
Mais voilà, on s'est aperçu de quelque chose. » Il se tut et fronça les sourcils. « Et de quoi donc, papa ?»« Eh bien, on s'est aperçu que nous avions de quoi faire un orchestre de jazz parmi nous, » répondit-il lentement. Martin Devro, qui était caporal, jouait de la batterie. Ace Stevenson du cornet à piston. Pop Snoops se défendait joliment au piano pour plaquer des accords. On avait un autre type qui jouait du saxo, George Brannock, et même un clarinettiste. D'autres venaient de temps en temps avec leur guitare, leur harmonica ou leur guimbarde, ou encore prenaient un peigne et du papier ciré. Ça se n'est pas fait d'un seul coup, comprends-tu, mais à la fin août, il y avait tous les vendredis et les samedis soirs un bon petit orchestre Dixieland qui jouait au Black Spot, et qui jouait de mieux en mieux alors que l'automne arrivait. Non pas qu'on pût les comparer à des professionnels, évidemment, mais ils avaient une manière de jouer plus... Il agita ses mains décharnées au-dessus des draps. Plus culottées, suggérai-je avec un sourire. Oui, c'est ça, s'exclama-t-il en me rendant mon sourire. Il jouait du Dixieland culotté. Sur quoi les gens de la ville ont commencé à venir à notre club, figure-toi. Et même aussi des soldats blancs de la base. Au point qu'il y avait foule chaque week-end. Ça non plus, ça n'était pas arrivé tout de suite. Au début, ces têtes de blanc avaient l'air de grains de sel dans une poivrière, mais il en est venu de plus en plus. C'est la venue de tous ces blancs qui nous a fait oublier d'être prudents, Mickey. Ils amenaient leur propre gnôle dans des sacs en papier craft, et la plupart du temps, c'était de la bonne. À côté, ce qu'on servait dans les cochons n'était que du pipi de chat. Non, c'était de la gnôle de riche, Chivas, Clendifiche ou du champagne, comme on en sert sur les paquebots. On aurait dû s'arranger pour ne pas laisser faire, mais que veux-tu, c'était des gens de la ville, et des blancs. Nous étions jeunes et fiers de ce que nous avions fait. Pas une seconde on a imaginé que les choses pourraient tourner aussi mal. On se doutait bien que Muller et ses amis devaient avoir entendu parler de ce qui se passait, mais nous n'avions pas la moindre idée qu'il en était fou furieux. Je dis bien fou furieux. Ils s'emmerdaient dans leur grande baraque victorienne de West Broadway, à même pas 500 mètres de chez nous, tandis qu'on écoutait Hunter Guards Blues ou Diggins My Potatoes. Ça, c'était pas possible, surtout que leur belle jeunesse était aussi avec nous, joue contre joue. Parce que ce n'étaient pas les poivrottes et les bûcherons qui se pointaient, tandis qu'arrivait le mois d'octobre. Le Black Spot était devenu l'endroit à la mode en ville. Les jeunes venaient boire et danser sur la musique de cet orchestre sans nom jusqu'à 1h du matin. Il en venait aussi de Bangor, de Newport, de Haven et de tous les patelins des alentours. En principe, c'était un club réservé aux soldats et à leurs invités, mais en fait, on ouvrait la porte à 7h et on la refermait à 1h du matin. À la mi-octobre, on était serrés comme des sardines sur la piste de danse. Il n'y avait plus de place pour danser et on faisait du surplace en se tortillant. Et jamais je n'ai entendu quelqu'un faire de remarques sans être remis à sa place. Il se tut, prit une autre gorgée d'eau et continua. Son regard brillait maintenant. Oui, oui, Fuller aurait certainement fini par y mettre un terme tôt ou tard. Moins de gens seraient morts s'il s'y était pris plus tôt. Il n'avait qu'à envoyer la police militaire et faire confisquer les bouteilles de gnôle que les gens emmenaient avec eux. Il y aurait eu la cour martiale et le bataillon disciplinaire pour 2 ou 3 d'entre nous, et on aurait dispersé les autres dans des unités différentes. Mais Fuller était lent, si bien que, comme il hésitait, c'est la Légion de la décence blanche qui s'en est occupée. Ils sont venus dans leurs draps blancs, début novembre, et se sont fait un barbecue. Il se tut de nouveau, mais sans prendre d'eau cette fois-ci, le regard mélancoliquement perdu vers un coin de la chambre, tandis qu'au loin tintait une cloche et qu'une infirmière passait devant l'entrée ouverte, ses semelles émettant un crissement caoutchouteux sur le linot. On entendait faiblement une télé, ainsi qu'une radio venant d'ailleurs. Je me souviens du vent qui soufflait à l'extérieur, reniflant l'angle du bâtiment. On avait beau être en août, ces gémissements me refroidissaient. Certains d'entre eux sont arrivés par la ceinture de verdure qui nous séparait de West Broadway, reprit-il enfin. Ils avaient dû se retrouver chez quelqu'un qui habitait par là pour enfiler leurs draps et préparer les torches. J'ai entendu dire que d'autres seraient arrivés jusqu'à Black Spot par la route principale qui conduisait alors à la base, qu'ils se seraient pointés dans une Packard flambant neuve, déjà habillée en blanc, le capuchon sur les genoux, les torches au fond de la voiture. Il y avait bien un poste de garde, mais l'officier de service les a laissés entrer sans problème. C'était un samedi soir, et la boîte était bourrée à craquer. 200 personnes au moins s'y entassaient, sinon 300. Et voilà qu'approchent ces hommes, des blancs, 6 ou 8 dans leur Packard verre-bouteille, tandis que d'autres s'avancent entre les arbres qui nous cachaient les maisons luxueuses de West Broadway. Ils n'étaient plus tout jeunes dans l'ensemble, et je me demande parfois combien de cas d'angine de poitrine et d'ulcères il y a eu le lendemain matin. Beaucoup, j'espère, ces espèces de fumiers d'assassins. La Packard s'était arrêtée sur la colline et a fait 2 appels de phare. 4 hommes en sont sortis et ont rejoint les autres. Certains avaient de ces bonbonnes de 10 litres que l'on pouvait acheter dans les stations-service à cette époque.
Tous tenaient des torches. L'un d'eux est resté au volant de la Packard. Au fait, Muller avait une Packard verte. Ils se sont retrouvés à l'arrière du Black Spot et ont arrosé leurs torches d'essence. Peut-être voulaient-ils simplement nous ficher la frousse. C'est ce qu'ont dit certains. J'aime autant cette version car même aujourd'hui, je n'ai pas envie de croire le pire. De l'essence a pu couler sur la poignée des torches au moment où ils les ont allumées, et dans leur panique, ceux qui les tenaient les ont jetés n'importe où. Toujours est-il que soudain la nuit de novembre s'est trouvée illuminée de torches brandies, certains les agitaient, et il en tombait des morceaux de toiles enflammées. D'autres riaient. Mais il y en a qui les ont jetées par la fenêtre du fond, celle qui donnait dans notre cuisine, et en moins d'une minute et demie, il y faisait un feu d'enfer. Tous les hommes dehors avaient enfilé leurs capuchons pointus. Quelques-uns nous criaient « Sortez, négro, sortez, négro !» Peut-être certains voulaient-ils nous faire peur, mais il me plaît de me dire que d'autres voulaient nous avertir, comme j'aime à croire que les torches sont arrivées par accident dans la cuisine. De toute façon, c'était sans importance. L'orchestre jouait plus fort qu'une sirène d'usine. Tout le monde s'en donnait à cœur joie et s'amusait. Personne ne s'est aperçu de rien, jusqu'au moment où Jerry McGrew, qui faisait office d'aide cuisinier ce soir-là, ouvre la porte de la cuisine. Tout juste s'il n'a pas été transformé sur le champ en torche humaine. Des flammes de 3 mètres ont jailli, elles ont brûlé sa veste et presque tous ses cheveux. J'étais assis le long du mur avec Trev Dawson et Dick Halloran quand c'est arrivé, et j'ai tout d'abord cru que la bonbonne de gaz de la cuisinière avait explosé. Le temps de me mettre debout, j'étais renversé par des gens qui se précipitaient vers la porte. Il m'en est bien passé 2 douzaines sur le dos, et je crois que c'est le seul moment où j'ai vraiment eu très peur. J'entendais les gens qui hurlaient et qui se disaient les uns aux autres de sortir, que la baraque flambait. Mais chaque fois que j'essayais de me relever, quelqu'un me renversait de nouveau. Un pied m'a même atterri sur la tête et j'en ai vu 36 chandelles. J'avais le nez écrasé contre la terre huilée, j'en avais plein les narines, et je me suis mis à éternuer et tousser en même temps. Quelqu'un d'autre m'a marché sur le bas du dos. J'ai senti le talon aiguille d'une femme s'enfoncer entre mes fesses, et je te le dis, fiston, jamais je n'ai eu d'hémorroïdes de la taille de cette œdème. Si le fond de mon treillis n'avait pas tenu, j'aurais saigné comme un veau. Ça me semble presque comique maintenant, mais j'ai bien failli mourir pendant cette débandade. J'avais pris tellement de coups que j'étais incapable de marcher le lendemain. Je hurlais, mais personne ne semblait faire attention à moi. C'est Trev qui m'a tiré de là. J'ai vu sa grande main brune en face de moi, et je l'ai attrapé comme une bouée de sauvetage. Il m'a tiré, et je me suis relevé. J'ai pris à cet instant-là un coup de pied au cou. Ici, il se massa le dessous de l'oreille. Et ça m'a tellement fait mal que je crois bien être tombé dans les pommes pendant 1 minute. Mais je n'ai pas lâché la main de Trev 1 seconde, et lui n'a pas lâché la mienne. J'ai réussi à me relever complètement, en fin de compte, juste au moment où la cloison qui séparait la cuisine du reste de la salle s'est effondrée, avec le même bruit qu'une flaque d'essence à laquelle on met le feu. Elle est tombée avec une nuée d'étincelles, et j'ai vu des gens courir pour y échapper. Certains ont réussi, d'autres non. L'un de nos copains, Hort Satoris, je crois, est resté enseveli dessous, et pendant 1 seconde, j'ai vu sa main dépasser de cet énorme tas de braise en s'ouvrant et se refermant. Il y avait une fille, une blanche, qui ne devait pas avoir plus de 20 ans, et dont la robe a pris feu dans le dos. Elle était avec un autre jeune qu'elle a appelé et qu'elle a imploré. Il a donné 2 coups sur les flammes, puis il s'est enfui avec les autres, tandis que toute sa robe s'embrasait. L'emplacement de la cuisine était comme la gueule de l'enfer, avec des flammes tellement brillantes qu'elles étaient impossibles à regarder. Il faisait une chaleur de four à céramique, Mickey. Tu sentais ta peau commencer à griller, les poils de ton nez qui cramaient. « Faut sortir d'ici n'importe comment !» a crié Trev en commençant à me tirer le long du mur. « Amène-toi !» Dick Halloran l'a pris alors par l'épaule. Il n'avait pas plus de 19 ans, avec des yeux écarquillés, on aurait dit 2 boules de billard. Mais il a gardé pourtant la tête plus froide que nous. Il nous a sauvé la vie. « Par la porte !» il a hurlé. « Par là !» Et il nous a montré la direction de l'estrade de l'orchestre, autrement dit celle du feu. « T'es cinglé !» a hurlé Trev à son tour. Il avait une voix qui était un vrai mugissement de taureau, et pourtant c'est à peine si nous l'entendions entre le grondement de l'incendie et les hurlements des gens. « Crève si tu veux, Will et moi, on se tire !» Il me tirait toujours par la main et m'a tiré de nouveau vers la porte, mais les gens s'y empilaient au point qu'on ne la voyait même pas. Moi, je l'aurais suivi. J'étais tellement sonné que j'aurais fait n'importe quoi. Tout ce que je savais, c'est que je ne voulais pas terminer comme une dinde un soir de réveillon. Dick a empoigné Trev par les cheveux aussi brutalement qu'il a pu et lui a envoyé une grande gifle quand il s'est retourné. Je me souviens de la tête de Trev allant heurter la paroi. J'ai cru que Dick était devenu fou. Alors il lui a crié « Tu vas vers la porte et tu crèves, négro. Ils sont tous coincés devant. »
Qu'est-ce que t'en sais a hurlé Trèves à son tour. Il y a eu alors un bang assourdissant. Pas la fin du feu d'artifice, mais la grosse caisse de Marty d'Evrault que la chaleur faisait exploser. Le feu commençait à courir le long des poutres au-dessus de nos têtes et à prendre dans l'huile de vidange répandue sur le sol. Mais j'en suis sûr, s'était écousillé Dick, j'en suis sûr. Il m'a pris par l'autre main, et pendant un instant, je me suis senti comme la corde du jeu basque. Trèves a regardé vers la porte et a finalement suivi Dick, qui nous a amenés jusqu'à une fenêtre. Il s'est emparé d'une chaise pour la démolir, mais le feu l'a précédé et l'a fait exploser à cet instant-là. Il a pris alors Trèves Dawson par le fond du pantalon et l'a soulevé. « Grimpe, espèce d'enfoiré !» il a hurlé, et Trèves a grimpé, disparaissant la tête la première par-dessus le rebord. Dick m'a empoigné tout de suite après. J'ai saisi le rebord à deux mains, le bois commençait à se carboniser, et le lendemain, je me suis retrouvé avec des ampoules aux doigts et aux paumes. J'ai débarqué tête la première, et je crois que je me serais rompu le cou si Trèves ne m'avait pas rattrapé. Nous nous sommes retournés, une vision comme dans le pire des cauchemars, Mickey. La fenêtre n'était plus qu'un rectangle de lumière aveuglante. Les flammes sortaient d'entre les tôles du toit en une dizaine d'endroits, et à l'intérieur, les gens hurlaient toujours. J'ai vu deux mains brunes s'agiter sur le fond de flammes, les mains de Dick. Trèves Dawson m'a fait la courte échelle, et je suis arrivé à la hauteur de la fenêtre, et j'ai pris les mains de Dick. Son poids m'a fait m'appuyer de l'abdomen contre la paroi, et j'ai eu l'impression de me frotter à un poêle qui commence à bien chauffer. Le visage de Dick est apparu au-dessus du rebord, et pendant quelques instants j'ai bien cru que nous n'y arriverions pas. Il avait avalé son contenant de fumée, et il était sur le point de s'évanouir. Il avait les lèvres toutes fendillées, le dos de sa chemise commençait à fumer. Et j'ai bien failli le lâcher, à cause de l'odeur des gens qui brûlaient à l'intérieur. J'ai entendu dire que c'est la même odeur que lorsqu'on fait griller des côtes de porc au barbecue, mais c'est faux. C'est plutôt comme quand on castre les chevaux dans certains coins. Ils font un grand feu et balancent toute cette saloperie dedans. Au bout d'un moment, les couilles de cheval explosent comme des châtaignes. C'est comme ça que sentent les gens quand ils commencent à brûler dans leurs vêtements. J'ai compris que je ne le supporterais pas bien longtemps, alors j'ai tiré un grand coup de toutes mes forces et j'ai entraîné Dick. Il avait perdu une chaussure. Je suis tombé des mains de Trèves et Dick s'est effondré sur moi, et je peux te dire que le négro avait la tête dure. J'en ai eu le souffle coupé et je suis resté là, à me rouler par terre en me tenant le ventre. Puis j'ai pu me mettre sur les genoux et sur les pieds. C'est alors que j'ai vu ces silhouettes qui couraient vers la ceinture verte. J'ai tout d'abord cru que c'étaient des fantômes, et puis j'ai vu des chaussures. L'incendie avait pris de telles proportions qu'on y voyait comme en plein jour autour du black spot. J'ai vu les chaussures, et j'ai compris que c'étaient des hommes qui se cachaient sous les draps. L'un d'eux était un peu en arrière des autres, et j'ai vu... Il laissa mourir sa voix et se passa la langue sur les lèvres. « Qu'est-ce que tu as vu, papa ?»« Oh, t'occupe pas, Mickey. Donne-moi mon eau. » Je lui tendis son verre. Il le vida presque et se mit à tousser. Une infirmière qui passait mit la tête à la porte et demanda « Vous n'avez besoin de rien, monsieur Hanlon ?»« Oh si, un nouveau jeu de boyaux, répondit mon père. Vous avez quelque chose sous la main, Rhoda ?» Elle lui adressa un sourire contraint et poursuivit son chemin. Mon père me rendit le verre que je mis sur la table. « C'est plus long à raconter que pour s'en souvenir. Tu n'oublieras pas de me remplir ce verre avant de partir ?»« Non, bien sûr que non, papa. »« Tu crois pas que cette histoire va te donner des cauchemars, Mickey ?» Sur le point de répondre à un mensonge, je me repris. Je crois d'ailleurs qu'il en serait resté là si je lui avais menti. Il en avait pourtant déjà dit beaucoup, mais il n'avait pas tout dit. Oh, « C'est bien possible, avouai-je. »« Ce n'est peut-être pas si mal, me répondit-il. Nous pouvons penser le pire dans les cauchemars. À mon idée, c'est à ça qu'ils servent. » Il me tendit la main et je la pris entre les miennes pour la fin de son récit. J'ai regardé autour de moi juste à temps pour voir Trèves et Dick qui fonçaient vers l'avant du bâtiment, et j'ai couru sur leurs talons tout en essayant de reprendre haleine. Il y avait peut-être une cinquantaine de personnes par là qui pleuraient, dégueulaient ou hurlaient. Certaines faisaient les trois en même temps, aurait-on dit. D'autres étaient étendues sur l'herbe, évanouies à cause de la fumée. La porte était fermée et on entendait les cris des gens de l'autre côté, implorant qu'on les laisse sortir pour l'amour de Dieu qu'ils étaient en train de brûler. En dehors de la porte arrière qui donnait sur la cuisine, cette porte était la seule du bâtiment, mais elle ouvrait vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Certains avaient réussi à sortir, mais sous la poussée des autres, le battant s'était refermé, et comme ceux qui étaient derrière poussaient de plus belle pour s'éloigner des flammes, tout le monde était coincé dans la cohue. Les personnes au premier rang s'écrasaient contre le panneau, dans l'incapacité de faire le moindre mouvement pour l'ouvrir. Ils étaient là, pris comme des rats, tandis que le feu gagnait derrière eux. C'est grâce à Trèves Dawson qu'il n'y eut que 80 morts, et non pas 100 ou 200.
Et ce n'est pas une médaille qu'il a eue pour sa peine, mais 2 ans de bataillon disciplinaire. Parce que, figure-toi qu'à ce moment-là, on a vu arriver un gros camion de l'armée, avec devine qui derrière le volant. Mon vieil ami, le sergent Wilson, l'homme qui possédait tous les trous dans les bases, les creusés et les pas creusés. Il est descendu de son bahut et s'est mis à gueuler des ordres idiots que de toute façon personne n'entendait. Trèves m'a pris par le bras et nous avons couru vers lui. J'avais perdu Dick Halloran de vue et je ne l'ai revu que le lendemain. « Sergent, il me faut votre camion » lui a crié Trèves en plein visage. « Oh, pousse-toi de mon chemin, négro » a répondu Wilson en lui flanquant une bourrade pour se remettre à gueuler ses inepties. Personne n'y faisait attention, mais il n'a pas eu le temps de se fâcher parce que Trevor Dawson a bondi sur ses pieds comme un diable à ressort et l'a descendu. Trèves pouvait faire très mal, et n'importe qui serait resté au tapis, mais ce salopard avait la tête dure. Il s'est relevé, saignant du nez et de la bouche, et il a dit « Pour ça, je vais te tuer, négro ». Trèves n'a pas attendu et l'a aligné au ventre de toutes ses forces. Wilson s'est plié en deux, et j'en ai profité pour le cogner à la nuque en y mettant tout ce que je pouvais. Pas très courageux, mais à situation désespérée, action désespérée. Et je te mentirais, Mickey, si je te disais que de cogner ce pauvre salopard ne m'avait pas fait plaisir en passant. Il s'est allongé pour le compte. Trèves a couru au camion, l'a fait partir et l'a manœuvré de façon à faire face au black spot, mais sur le côté gauche de la porte. Il est passé en première, a embrayé et a lancé ce tas de ferraille. « Attention devant, gaffe au camion !» j'ai hurlé à la foule alentour. Ils se sont dispersés comme des écailles, et par miracle, Trèves n'en a renversé aucun. Il est rentré dans le côté du bâtiment à quelque chose comme 40 à l'heure au moins, et sa tête est allée porter violemment contre le volant. J'ai vu le sang lui voler des narines quand il a secoué la tête pour retrouver ses idées. Il est passé en marche arrière, a reculé d'une 50aine de mètres et a foncé de nouveau. Et bam! Le black spot n'était rien d'autre que de la tôle ondulée, et le second coup a été le bon. Tout le côté s'est effondré, et les flammes sont montées en grondant. Comment il pouvait y avoir encore des gens en vie là-dedans, c'est un mystère, mais le fait était là. Les gens ont la peau plus dure qu'on ne le croit, Mickey, et si tu es sceptique, tu n'as qu'à me regarder, accroché à la vie par le bout des ongles. On se serait cru à côté d'un haut fourneau. C'était un enfer de flammes et de fumée, mais les gens en sortaient, un vrai torrent. Il y en avait tellement que Trèves n'a même pas osé faire marche arrière de peur d'en écraser. Il est donc descendu et a couru lui aussi, laissant le camion là où il était. On restait là, à regarder la suite. Tout ça n'avait pas duré 5 minutes, alors qu'on aurait cru que ça faisait des heures. Les derniers qui sont sortis du black spot, une douzaine, étaient en feu. Des gens les attrapaient, les roulaient sur le sol pour éteindre les flammes. À l'intérieur, on voyait s'agiter encore d'autres silhouettes, mais nous savions déjà qu'ils n'arriveraient jamais à s'en tirer. Trèves m'a pris la main et je l'ai serré aussi fort qu'il me serrait. On est resté comme ça, à se tenir la main, comme nous faisons, toi et moi, en ce moment. Lui, le nez ruisselant de sang, les yeux qui commençaient à gonfler, et nous regardions ces malheureux. Ce sont de véritables fantômes que nous avons vus cette nuit-là, des spectres tremblotants à forme humaine qui se dirigeaient vers l'ouverture pratiquée par Trèves. Certains avaient les bras tendus, comme s'ils espéraient que quelqu'un allait les saisir. Les autres marchaient, au hasard, on aurait dit. Sans doute étaient-ils déjà aveugles. Leurs vêtements flambaient, leurs visages coulaient comme de la cire. Ils se sont effondrés les uns après les autres et n'ont plus bougé, invisibles dans les décombres. La dernière à tomber a été une femme. Sa robe avait complètement brûlé et il ne lui restait plus que son slip. Elle brûlait comme une chandelle. J'ai eu l'impression qu'elle me regardait et je me suis rendu compte que ses paupières étaient en feu. Elle s'est affaissée et tout a été terminé. La grange n'était plus qu'une colonne de feu. Le temps qu'arrivent les pompiers de la base et ceux de Derry, le feu avait déjà diminué. Mais voilà ce qu'a été l'incendie du Black Spot, Mickey. Il vida le fond de son verre et me le tendit pour que j'aille le remplir au distributeur du hall. « Je crois que je vais pisser au lit cette nuit, Mickey. » Je l'embrassai sur la joue et allai chercher son eau. Quand je revins, il somnolait de nouveau, le regard vitreux et contemplatif. Il murmura un merci à peine audible lorsque je posai le verre sur la table de nuit à côté du réveil, qui indiquait 8 heures. Il était temps pour moi de rentrer à la maison. Je me penchai sur lui pour l'embrasser, mais au lieu de lui dire « au revoir », je m'entendis murmurer « Qu'est-ce que t'as vu ?» Ses yeux qui étaient sur le point de se fermer se tournèrent vers moi, presque imperceptiblement. Peut-être savait-il que c'était moi, peut-être croyait-il avoir imaginé ma voix. « Hein » fit-il. « La chose que tu as vue, murmurai-je. Je ne voulais pas le savoir, mais il fallait pourtant que je le sache. J'avais à la fois froid et chaud, mes yeux me brûlaient et j'avais les mains glacées. Mais il fallait que je sache. Comme je suppose, la femme de Los avait besoin de savoir lorsqu'elle s'est retournée pour regarder la destruction de Sodome.
C'était un oiseau, dit-il, juste au-dessus des derniers en train de courir. Un faucon, peut-être, un genre de crécelle, mais gros. Je l'ai jamais dit à personne, on m'aurait enfermé. Il devait bien faire 20 mètres d'envergure. La taille d'un zéro japonais, mais j'ai vu ses yeux, et je crois qu'il m'a vu. Sa tête glissa de côté vers la fenêtre, vers la nuit qui tombait. Mon père s'endormit. 1er mars 1985. C'est revenu. C'est une certitude maintenant. Je vais attendre encore, mais au fond de mon cœur, j'en suis sûr. Je ne sais pas si je vais pouvoir le supporter. Gosse, j'y arrivais, mais c'est différent quand on est enfant. Fondamentalement différent. J'ai écrit ce qui précède la nuit dernière dans une sorte de frénésie. Je n'aurais pas pu rentrer chez moi de toute façon. Derry est pris dans une épaisse couche de glace et rien ne bouge en dépit de l'apparition du soleil. J'ai écrit jusqu'à 3 heures passées ce matin, gribouillant de plus en plus vite, essayant de ne rien omettre. J'avais oublié l'histoire de l'oiseau géant, celui de mes 11 ans. C'est celle de mon père qui me l'a rappelée, et depuis elle m'est restée dans la mémoire. Je n'en ai rien oublié. D'une certaine manière, ce fut son dernier cadeau, un cadeau terrible, et pourtant merveilleux néanmoins, à sa façon. J'ai dormi là où je me trouvais, la tête dans les bras, à côté de mon carnet et de mon stylo. Je me suis réveillé ce matin, les fesses engourdies et le dos douloureux, mais avec un sentiment d'être libéré, comme purgé de cette vieille histoire. C'est alors que j'ai vu que j'avais eu de la compagnie cette nuit. Les empreintes, traces légères de boue, allaient de la porte de devant de la bibliothèque, que je ferme toujours, jusqu'au bureau où j'ai dormi. Aucune n'en repartait. Ce qui est venu dans la nuit, quoi que ce fût, m'a laissé son talisman et a tout simplement disparu. Accroché à ma lampe de lecture se trouvait un unique ballon. Rempli d'hélium, il flottait dans les rayons obliques du soleil matinal qui tombait des hautes fenêtres. Dessus, on voyait mon portrait, sans yeux, du sang coulant des orbites déchiquetées, la bouche tordue par un cri sur la fine enveloppe de caoutchouc. Je poussai un hurlement en le voyant. Son écho se répercuta dans la bibliothèque, faisant vibrer l'escalier de fer conduisant à la réserve. Le ballon explosa.